Ouais, carrément. Ok, parfait. Ça marche. On est bon, je peux y aller ? Ça marche. Bienvenue à tous et merci d'être venus à cette conférence sur les sites statiques, une éco alternative au CMS. Alors moi je suis Bastien Wirtz, je travaille chez Scaleway en tant que DevOps Engineer. Donc un petit peu différent de mon domaine, mais c'est un domaine qui me tient à cœur et aujourd'hui je vais vous parler de la conception de sites web et d'éco-conception. Donc un petit coucou à nos sponsors de la conférence. Petit rappel de l'agenda, plus que 2 sessions avant l'apéro. Et voilà, on va replacer un peu de contexte du coup, parce qu'on parle de site web et d'éco-conception. Donc, pourquoi on parle de ça ? Aujourd'hui, on a nos sites internet, ils sont riches, ils sont super, ils sont top, ils sont super interactifs, super dynamiques, mais ils sont surtout aussi devenus très lourds. Alors, on radote un peu par rapport aux sessions précédentes, mais c'est toujours bien de repasser dessus et de voir visuellement ce que ça donne. Donc là, c'est l'évolution de la taille en poids d'une page vue sur donc toutes ressources confondues sur les 10 dernières années. Donc là, on voit que sur mobile, ça a pris 400%, sur desktop, ça a pris 170%. Et si on remonte à plus longtemps, c'est encore pire, parce que déjà en 2010, on était déjà un peu gourmand. Là, on arrive à, par exemple, sur desktop, une moyenne de 2 mégas. Je vous invite à aller voir la taille de la page d'accueil de YouTube. Par exemple, c'est un peu extrême, mais c'est 20 mégas. Donc, qui est un site très très consulté. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il y a de fortes inégalités entre les sites et qu'il y a beaucoup de marge. Ce qu'on retrouve souvent en recommandation sur Internet, c'est d'essayer de caper la limite à 1 méga maximum et idéalement 500 kg. Donc on en est assez loin. Je vous invite, si vous êtes curieux, à aller voir le site. Je mets toutes les sources des données que je mets dans cette présentation sur HTTP Archive. C'est différent de Web Archive, donc HTTP Archive, ça va rassembler pas mal de data sur pas seulement l'éco-conception, mais sur le web en général, des statistiques. Ils analysent beaucoup de sites, donc c'est cool. Là, on s'intéresse principalement, on s'intéresse au poids des pages. C'est pas le seul indicateur. Il y a le nombre de requêtes, il y a plein de choses qui interviennent. C'est juste que le poids des pages est assez représentatif de ce qui se passe au niveau du web. Et une bonne question à se poser, c'est pourquoi en fait ? Pourquoi ça augmente tellement ? Depuis 2010, on avait déjà des sites sympas. Pour moi, c'est pas forcément dans ce qu'on produit. On a toujours eu des sites, on a toujours eu. Non, c'est pas le cas, mais il y a 10 ans, on avait déjà des sites un peu sympas, des animations et tout. Aujourd'hui, ce qui a changé beaucoup, c'est la façon de concevoir le site. Et on va le voir, ça va influencer l'impact qu'on peut avoir. Alors, on parle de sites lourds, quel impact on a ? Aujourd'hui, on sait que les data centers, par exemple, comptent pour à peu près 4% des émissions mondiales. Alors tout ça, c'est des approximations, bien sûr. C'est aujourd'hui la mesure. La mesure, c'est super important, parce que quand on vise un objectif, il faut savoir d'où on part. Sinon, l'effort à fournir va pas être le même et va être difficile à envisager. Donc, c'est à prendre avec des pincettes, évidemment, c'est pas forcément hyper réaliste, mais c'est les meilleures approximations qu'on a aujourd'hui. Donc 4% des émissions pour les data centers. On estime aujourd'hui qu'une page vue, c'est 0,5 g d'équivalent CO2 en moyenne. Ça peut paraître pas grand-chose, mais encore une fois, je vous invite à consulter Web Archive, HTTP Archive, qui nous montre aussi que certains sites vont aller jusqu'à 3 grammes de CO2 par vue. Enfin, c'est très, ça peut être très différent. Ça peut paraître pas grand-chose, 60 kg pour un an pour 10 000 vues. Donc à peu près l'équivalent de 276 km en voiture. Mais les vues sur un site, ça va comme très vite. On va pouvoir accumuler les vues hyper rapidement. Il y a beaucoup de sites, il y a beaucoup de vues. Faut bien comprendre que ça peut aller très vite. Donc c'est un gros sujet de savoir comptabiliser l'impact carbone d'un site et tout ça. Je ne vais pas aller dans ces détails parce qu'aujourd'hui, moi je voulais me concentrer sur
une façon de concevoir les sites un peu différente. Donc, quand vous parlez de créer un site web, il y a plusieurs choses qui nous viennent en tête, notamment aujourd'hui le no-code qui est vachement populaire, probablement WordPress qui compte pour 40% des sites aujourd'hui dans le monde, ce qui est énorme. Webflow, Wix, donc souvent des CMS ou du développement sur mesure ou des générateurs de sites statiques. Alors, qui parmi vous a déjà entendu parler de générateurs de sites statiques? Ok. Qui en a déjà utilisé, joué avec, tout ça? Ok, cool. On va repasser un peu sur le principe et puis voir un peu ce que ça donne. Alors, tout à l'heure, je vous disais que la façon de concevoir les sites Internet peut influencer sur leur impact. Là, on a une statistique que j'ai trouvée sur mon site vert qui est un site qui vous propose, alors spoiler, un CMS basé sur des sites statiques au final. Je vous invite à aller voir si vous voulez. C'est un des sites qui propose aujourd'hui en ligne une approche basée sur les sites statiques. C'est plutôt niche pour l'instant. Enfin, en tout cas, intégré dans un CMS comme ça. Mais bref, il nous propose cette analyse en termes de CO2. Donc, leur site, mon site vert, qui générait 0,26 grammes de CO2 par page vue. Donc, on peut prendre ça comme un équivalent de la statistique pour les sites statiques. Et on va voir après ce qu'on entend par site statique. Donc, avec WordPress, on est à 0,56 et avec des outils no-code type Wix ou Webflow, on va être à 0,77 grammes par vue. Voilà, encore une fois, juste un ordre d'idée. C'est une mesure qui a été faite sur un use case, un site. Voilà, c'est juste vraiment pour avoir des ordres d'idée. Alors tous ces outils, c'est bon de rappeler à un moment donné pourquoi on utilise des outils, pourquoi on utilise des CMS. C'est pour générer simplement du HTML, parce que notre browser, notre navigateur, à la fin, il va que comprendre du HTML et du CSS et du JavaScript. Mais l'idée, c'est que peu importe la stack côté serveur ou les moyens mis en œuvre côté serveur, au final, dans notre navigateur, on va être toujours en train d'interpréter du HTML. Donc, donc c'est intéressant de voir, pour vous expliquer comment fonctionne un site statique, c'est intéressant de faire le parallèle avec comment fonctionne un CMS par exemple. Là j'ai pris le cas de plein de CMS, en vrai on peut dire WordPress, en tout cas j'ai mis PHP en exemple mais c'est pas très important. Ce qui se passe c'est que à chaque consultation, à chaque fois que quelqu'un vient sur le site, eh bien, tout simplement, on va avoir besoin d'un hébergement, d'un serveur web sur lequel va tourner un moteur PHP, donc un serveur web, un moteur PHP et une base de données. Donc trois applicatifs qui vont tourner pour servir le contenu du site web. Et donc à chaque page vue, on va avoir donc une requête qui va passer par le serveur web, le moteur PHP qui va lui interpréter le code de l'application, enfin du site, à chaque visite, aller récupérer les données en base de données, générer le HTML qui va être la seule chose que notre navigateur va comprendre, renvoyer le résultat, où le navigateur va faire passe-plat et renvoyer la requête à l'utilisateur. Donc, peu importe si le HTML a changé ou pas, à chaque requête, on va tout générer, à chaque page vue. Alors, c'est à nuancer, évidemment, il y a des solutions pour optimiser ça, on peut mettre du cache, des CDN, plein de choses. Quoi qu'il en soit, vous aurez besoin d'allouer ces ressources, elles auront besoin de tourner en permanence pour répondre aux requêtes quand il y en a besoin. Et si vous allouez ces requêtes et qu'elles tournent, que vos serveurs ne tournent pas beaucoup, si vous n'êtes pas forcément dans le cloud, si vous avez des ressources dédiées ou je ne sais pas, c'est des ressources qui sont tout simplement perdues. Même si le cache vous permet d'optimiser ça pour l'utilisateur. Donc les sites statiques, c'est quoi? Encore une fois, même principe, on veut du HTML à la fin, sauf qu'on part du principe qu'en général, on ne va pas le modifier très souvent, et on va plutôt le consulter souvent, enfin en tout cas vos visiteurs, les visiteurs du site. Donc on part du principe qu'on va générer le HTML une seule fois lorsqu'on fait une modification et qu'on va le publier tel quel sur le serveur. Donc là, du côté serveur web, pour l'utilisateur, on va avoir besoin de absolument rien. Pas de moteur PHP, pas forcément de base de données, enfin pas de base de données. Et on va avoir du coup un processus qui est très très simple et très facile. J'y reviendrai sur les avantages de tout ça, mais ça présente vraiment beaucoup d'avantages. Au-delà du fait que là, on constate assez facilement qu'on met en œuvre beaucoup moins de ressources et que ça va être plutôt dans l'avantage de
voilà, ça va nous faire basculer dans l'éco-conception assez facilement. Donc il faut quand même noter qu'il faut générer le HTML à un moment donné, donc à chaque modification de contenu. Et là, ce schéma est un petit peu moins clair, dans le sens où pour le schéma WordPress, en fait, ça c'est le schéma pour la consultation qui vaut aussi pour la contribution. C'est-à-dire que un visiteur va faire ce cheminement-là. Vous, en tant qu'éditeur du site, vous allez vouloir ajouter un contenu, vous allez vous faire exactement la même chose, mais sur un site d'administration, par exemple. Et c'est là aussi où on a une certaine économie avec le site statique, c'est que dans le cas d'un CMS, vous allez installer tout sur le serveur web. C'est-à-dire le moteur qui permet de saisir les données, de traiter les données et tout ça, alors que vos visiteurs n'ont pas besoin du tout. Et l'approche du site statique, ça va être vraiment de décorréler les deux, et la contribution, elle va pouvoir se passer ailleurs. Donc là, j'ai mis Hugo parce que c'est le cas, c'est un générateur de site statique, il y en a plein d'autres, on pourra le voir, enfin on le verra. Mais ça, par exemple, ça peut se passer sur votre PC en local, avant la publication du résultat sur le serveur. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre une source de contenu qui peut être diverses et variées, je reviendrai là-dessus, et générer le HTML de manière simple, donc à partir de templates, à partir de choses qui vont... Ça va vraiment être le rendu final peut être identique au CMS. Alors, on parle de site statique. Alors, statique, ça veut dire quoi? Parce que vous allez me dire, non mais un site simple, alors François l'a cité tout à l'heure dans l'introduction, pour un site simple, la Jamstack et les sites statiques, ça peut être une solution. Je suis pas d'accord, en fait, on peut faire des sites ultra complexes avec ça. C'est une question plutôt d'effort qu'on met dedans. Hein. Et en fait, c'est le résultat de ce qui est produit, qui est statique, c'est des sites statiques, du HTML statique. Mais tout peut être dynamique dedans. Aujourd'hui, on a le JavaScript, on a plein de choses qui peuvent nous permettre de faire un site hautement interactif, très riche, avec du statique. C'est vraiment pas limitant. On peut interagir avec des outils tiers, des API notamment, qui vont nous permettre de récupérer des données. Voilà. Il faut mesurer l'impact aussi des outils tiers qu'on va mettre dessus, bien sûr, parce que ça peut aller complètement dans l'inverse de ce qu'on veut en termes de cible d'éco-conception. Donc il faut faire attention à ça. Et là-dessus, j'aimerais bien faire une parenthèse sur les solutions serverless que peuvent proposer les providers de cloud souvent, qui sont hyper intéressantes pour les genres de besoins que peut avoir un site en termes d'apport de contenu dynamique. Donc les fonctions serverless, c'est un peu à l'extrême du côté de l'hébergement, c'est-à-dire que vous pouvez par exemple allouer des ressources dédiées qui vont tourner H24 sur un serveur pour répondre à vos besoins. Serverless, c'est l'inverse. On va installer, on va envoyer un code chez notre provider serverless, au hasard Scaleway. C'est pas parce que c'est écrit sur mon t-shirt, hein, mais donc on envoie le code là-bas et en fait, quand on va taper dessus, demander un traitement, tout simplement on va démarrer la ressource à ce moment-là. Donc tout le temps, on n'a rien demandé, elle ne va juste pas tourner. Et ça, c'est hautement mutualisé sur des infrastructures où il y a des milliers de gens qui vont tourner, bien que le code soit bien isolé et tout ça. Donc ça fait travailler les serveurs à une haute capacité, ce qui maximise les ressources du côté des hébergeurs. Donc ça peut être une bonne solution pour, par exemple, traiter un formulaire de contact, ou là où votre site statique, qui n'est que du HTML, va être forcément limité de ce côté-là. Voilà. Je passe un peu vite là-dessus, mais vous n'hésitez pas après si vous avez des questions ou quoi, il n'y a pas de problème. Alors là, donc je vous ai dit tout à l'heure, les contenus, je suis resté un peu flou là-dessus, j'ai dit des sources de contenu. Alors les CMS, ils nous proposent d'avoir un site d'administration, souvent par exemple en WordPress, on se connecte, on peut saisir des articles, c'est cool, il y a des WYSIWYG et tout, des trucs super visuels. En général, les générateurs de sites statiques, ils nous proposent des fichiers. Des fichiers, parce que les fichiers, c'est statique aussi, il n'y a pas besoin de serveur, c'est la base. Néanmoins, alors je parle de Markdown, je pense que vous connaissez peut-être tous Markdown, mais c'est juste un format de fichier qui nous permet, au lieu d'avoir un fichier texte assez limité en termes de mise en page,
Markdown nous permet, dans un fichier texte simple, de définir des styles basiques, des titres, des listes, de faire un peu de mise en page, tout en restant dans un fichier vraiment TXT simple. Donc ça peut très bien alimenter un site. Ouais. Dans les notebooks Jupyter, par exemple, pour faire le texte. Ouais. Ouais, c'est possible. Je ne connais pas trop, mais ouais. Ouais, il y a ça aussi, ouais. Le readme de GitHub. Ouais. Ah ouais, effectivement. C'est ça. Bah, Que tout le monde connaît, le GitHub. C'est ça. C'est assez populaire quand même, Markdown aujourd'hui. C'est assez simple aussi à prendre en main, donc voilà. Faut savoir qu'on peut quand même brancher des CMS pour alimenter le contenu de vos sites statiques. Donc, si vous mettez un WordPress en plus de votre CMS, bon, ça va peut-être être un peu dommage parce que vous allez quand même allouer des ressources pour WordPress, même si les visiteurs de votre site ils vont pas exécuter le code de WordPress à chaque fois. Et vous pouvez éteindre potentiellement votre WordPress, vous pouvez peut-être faire un WordPress serverless également. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est de ce qu'on appelle les headless CMS. Alors les headless CMS, c'est tout simplement des CMS qui sont focus sur cet usage, les usages à savoir Jamstack et sur ce genre de site statique. Donc eux, ils vont embarquer, ils vont se focus vraiment uniquement sur la partie saisir des données et les renvoyer sous forme d'API, et donc des données brutes, qui vont pouvoir être tout simplement packagées ensuite, récupérées par votre site statique et faire partie de votre site à la fin. Donc ça va être un CMS vraiment adapté à ça, et en termes de ressources, ce sera quand même assez différent de ce qu'on pourra avoir avec WordPress. Donc on peut en citer, il y en a pas mal, hein, c'est un sujet vraiment, aujourd'hui il y a pas mal de demandes pour ça. Pas mal qui sont beaucoup utilisés, notamment le premier que j'ai cité, Strapi, il est beaucoup utilisé. C'est celui qu'on utilise chez Scaleway pour notre site web, notamment. Alors, les avantages et les inconvénients, donc j'en ai un petit peu parlé. Donc les CMS, on peut commencer par passer un peu sur les avantages des CMS. Donc, il y a une super flexibilité, c'est super facile à mettre en place, à la fois à mettre en place et à utiliser. Et l'écosystème est super riche. Si on prend WordPress par exemple, tout problème a une solution en installation de plugins, quoi. Vous avez un problème, vous allez dans les plugins, vous cherchez, vous installez, vous allez trouver peut-être en 10 minutes résoudre votre problème. Je ne vous cache pas que le site statique, ça va être différent. L'approche, il n'y a pas de limite sur ce qu'on peut faire avec un site statique, mais par contre, ça va vous prendre un petit peu de temps. Et un peu d'énergie, peut-être. Et encore. Ça dépend, mais voilà. Par contre, du côté du site statique, on a énormément d'avantages. Des avantages qui sont déjà acquis, c'est la sécurité. Qui n'a jamais eu de problème avec un WordPress, une faille de sécurité, un WordPress qui s'est fait hacker? Il faut savoir que WordPress, je leur dis encore, on installe tout le code de l'application sur le serveur. Donc code PHP avec potentiellement des failles de sécurité. Potentiellement on a des failles de sécurité dans PHP, dans l'applicatif, à plusieurs niveaux. Sur le site statique, pas de code dynamique, pas de problème. Au niveau du serveur, il y a beaucoup moins d'éléments sur la stack installés. Pas de MySQL, pas de faille de sécurité sur le MySQL, sur le PHP. Voilà, tout ça, ça va être très simplifié. Donc les performances aussi, c'est des simples fichiers, donc l'hébergement et les performances vont être assez faciles à gérer et à scaler. Donc ça, c'est un gros avantage. Et la maintenance est drastiquement réduite en termes de site web. Par exemple, si vous hébergez un WordPress, il faut penser à mettre à jour le WordPress parce que vous avez des failles de sécurité qui sont publiées régulièrement. C'est pareil pour le serveur qui va héberger votre WordPress, il faut mettre à jour l'OS, il faut mettre à jour la version de PHP qui va peut-être être plus supportée et plus patchée au niveau sécurité. Ça, avec les sites statiques, on l'a plus. Donc c'est déjà pas mal. Maintenant, le sujet qui nous intéresse, l'impact environnemental. Alors, j'ai mis un point d'interrogation parce que je ne peux pas vous dire que votre site statique réduira l'impact environnemental. D'ailleurs, spoiler alert, vous n'allez pas avoir des chiffres à la fin de cette présentation qui vous dira on a économisé, faites un site, vous allez économiser 1 million de CO2. Parce qu'en fait, ça dépend de vous, c'est qu'un outil, c'est comme tout. Vous pouvez faire un site statique horrible ou un CMS ultra optimisé. C'est juste une base qui est vraiment propice à faire de l'éco-conception,
mais après, ça ne tient qu'à vous en fait de le faire. C'est pas magique, c'est pas. On peut faire, enfin, vraiment, vraiment, ça dépend toujours de la volonté. C'est qu'un outil, quoi. C'est comme tout dans l'approche environnementale, je pense, au sens large. Donc, c'est une très bonne arme sur cet axe, mais c'est pas quelque chose qui va vous garantir la réussite, en tout cas l'impact réduit. Voilà. Donc tout à l'heure j'ai mentionné rapidement une application qui s'appelle Hugo. Donc ça c'est le générateur de sites statiques que j'ai choisi d'utiliser. Alors il y en a plein que vous pouvez notamment trouver sur jamstack.org. Vous pouvez, un peu comme tout système que vous avez, tout framework ou outil que vous allez choisir, vous allez avoir des critères, vos critères de choix qui seront en premier les fonctionnalités, l'écosystème, enfin vous pouvez avoir différentes choses. Là, moi je tiens aussi à mentionner la technologie puisque, comme je vous l'ai dit, avec les sites statiques, vous allez peut-être avoir un peu plus à mettre les mains dans le cambouis. En tout cas, pour l'adapter à vos besoins, c'est possible. Si vous faites des choses complexes. Alors c'est tout à fait possible que vous n'ayez pas besoin aussi. Hein. Il y a des systèmes, des thèmes et tout qui sont très complets, qui vont vous permettre d'aller assez loin. Mais la technologie, du coup, c'est un critère important si vous allez peut-être être amené à écrire des modules ou des choses comme ça. Voilà, il y a des sites comme des systèmes comme Eleventy qui sont en JavaScript où ça va peut-être plus parler à certains, voilà, ou Next, Nuxt, qui sont aussi en JavaScript et qui vont parler à certaines personnes. Hugo, qui est en Go, Golang, qui est particulièrement efficace, mais voilà, si vous voulez l'étendre et que vous ne connaissez pas Go, ça va peut-être être un peu rude. Voilà. En tout cas, tout ça, c'est des systèmes assez connus. Hugo et Jekyll, notamment, très populaires dans leur domaine. Donc, ce que je vous propose, c'est que je peux vous montrer un petit peu, vous faire une petite expérimentation rapide pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire, enfin concrètement en fait, comment on peut faire ça. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, je crois, mais on peut quand même essayer de faire des trucs. Je fais essayer. Hop. Moins de 20 minutes. Très bien. Challenge accepted. Hop, voilà. Donc, ce qu'on va faire, donc là j'ai un dossier vide. On va essayer. Je vais vous montrer concrètement ce que c'est ce que peut être en tout cas un générateur de sites statiques à travers Hugo. Donc j'ai installé Hugo sur ma sur mon système. Donc ça, vous pouvez aller sur le site et télécharger. Donc c'est juste un exécutable qu'on va pouvoir utiliser pour faire plein de choses, on va le voir. Alors là, j'ai affiché l'aide, donc c'est un petit binaire qui va nous permettre de faire absolument tout ce dont on a besoin autour de notre site. Alors, hop, je vais juste ouvrir un petit truc ici. Hop, il faut que je retrouve ma souris. Ouais, elle est là. Donc Hugo, l'exécutable d'Hugo, il va nous permettre de faire à peu près tout. Donc par exemple, je vais faire un nouveau site qui s'appelle DemoDevCon. Hop, super, c'est fini. Le site est prêt à être utilisé. C'est génial. Alors on va aller un peu plus loin quand même, on va installer un thème. Il y a des thèmes tout faits, alors déjà le binaire est sympa, il nous explique un peu tout ce qu'il faut faire. On n'a même presque pas besoin d'aller dans la documentation, donc c'est sympa. Donc je vais aller il nous a créé un répertoire, je vais dedans, donc là on peut voir qu'il a créé un certain nombre de fichiers qui vont servir en fait de template et de base pour générer le site. Voilà, donc nous on va installer un petit thème qui est le thème par défaut, le thème par défaut, il n'y a pas vraiment de thème par défaut en réalité, mais c'est le thème qui est utilisé en exemple dans la documentation. Donc là, je vais le télécharger tout simplement. Et je suis pas connecté à Internet, c'est pas faux. Alors, un petit instant technique, on va activer le hotspot. Hop, ça devrait aller être rapide. Je vais faire ça avant, mais évidemment, j'ai oublié. Voilà. Merci la technologie. Hop là.
Donc là, on a téléchargé et décompressé le thème qu'on voulait. Donc on peut regarder. Il s'est installé là. Hop, hop. Voilà. Donc là, il y a un thème qui est installé. Je ne vais pas aller trop en détail. Hein. Je ne vais pas vous faire une présentation en détail de Hugo. C'est que ça pourrait être très long. Très intéressant aussi, mais très long. Donc nous, on va juste configurer un petit site. Donc là, on a un fichier de configuration, notamment qui permet de définir trois petits outils. Alors là, il faut savoir que je fais tout à la main, mais que vous pourriez avoir totalement une interface pour faire ça, un éditeur, ce que vous voulez. Enfin, c'est vraiment, il n'y a pas vraiment de limitation à ça. Là, c'est vraiment pour montrer les possibilités de base, on va dire, du site. Donc là, il faut principalement, alors je vais copier-coller parce que j'avais préparé un peu. Hop. D'ailleurs, pour simplifier, on va faire un truc. On va faire, ouais, c'est pas grave ça. Alors, j'ai l'habitude d'avoir un clavier QWERTY. Alors là, je suis un peu galère sur un clavier français, mais ça va aller. On va y arriver. On va simplifier un peu les choses parce qu'on va faire ça. Voilà, ça sera très bien. Ah bah ouais. C'est un peu moins vime, ouais. Mais là, c'est quand même, ça va quand même être sympa en présentation. Voilà. Hop, donc là, je vais vous mettre un petit exemple. Hop. Donc ça, c'est un fichier de conf, alors rien de spécial. Hein. Je vais surtout spécifier le thème qu'on va utiliser et la feature d'image. Donc ça, on va le voir juste après. C'est une petite image qui va illustrer un peu le truc. Voilà. Et ben, en fait, donc là, je fais CTRL-S, hop. Et là, magie. On va pouvoir, en fait, faire... Oula, il faut que j'écrive les bons trucs aussi. Hop, on va pouvoir lancer la commande Hugo Server en fait, qui va créer tout simplement un serveur de développement et qui va nous permettre d'avoir un aperçu de ce qu'on vient de faire. Donc hop, on va l'ouvrir ici. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'il tournait sur boum boum boum, localhost. Hop, il me l'a fait dans la bonne fenêtre, c'est génial. Et il n'a pas pris mon image, alors je ne sais pas pourquoi. Effet démo, voilà. J'ai fait tout à l'heure et l'image était là. C'est pas grave. Voilà, donc site plutôt épuré parce pour l'instant on n'a pas mis grand chose dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va réutiliser, parce que cette petite commande Hugo, elle nous permet de faire plein de choses. Donc, alors non, pas new site cette fois. Hop, on va créer un petit post vite fait. Et là, la commande Hugo, elle nous permet encore une fois de créer une base de contenu en fait, qui va être celle-ci. Donc là, on est dans un fichier Markdown parce que j'utilise la source par défaut proposée par Hugo. On a là quelques lignes qui sont des métadatas basés sur un système qui s'appelle FrontMatter. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça permet d'enrichir un peu les fichiers Markdown et de leur mettre un peu des données en plus qui vont permettre, par exemple, voilà, de définir la date de publication, des choses comme ça. Donc c'est dynamique. Vous pouvez ajouter vos propres données là-dedans, vous pouvez les interpréter comme vous voulez, donc c'est assez cool. Là, ce qui est important pour nous, c'est de mettre le draft à true, sinon le draft à false, qui était déjà à false. Super, je fais des trucs pas tout à fait productifs. Donc là, je vais faire hop, hello devcon, tac, et là, c'est magique. Alors, je ne suis plus sur le... Pourquoi je ne suis plus dessus? Non, c'est pas ça. Ah oui, parce que j'ai coupé le serveur. J'aurais pu laisser le serveur, tout à fait. Parce qu'il il fait du live reload. Ah, ma souris est partie sur un autre écran. Reviens. Il fait du live reload parce que c'est un outil. Voilà, toutes les problématiques de dev moderne sont adressables avec. Enfin, voilà. Donc là, on a un super post qui a été ajouté à notre site.
qui est basé donc sur du Markdown, mais qui a été compilé en HTML. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder un petit peu ce HTML. Là, c'est le serveur de dev qui nous l'a généré, donc c'est cool, mais on ne voit pas concrètement ce qu'on va héberger. Donc là, on a déjà un répertoire public. Si je regarde dedans, il est vide. Je peux invoquer la commande Hugo, toute simple, qui va en fait remplir ce répertoire. Donc là, on voit que en fait, Hugo va tout simplement parcourir tous les fichiers Markdown disponibles et il va générer les pages et les contenus HTML. Donc si je regarde maintenant dans public, hop, ben voilà, j'ai un index, j'ai même un sitemap, une page 404, j'ai index.xml, ça va être le flux RSS, donc tout est géré. Donc là, on nous propose, j'ai mis des posts par défaut, qui est un peu l'exemple par défaut. On peut faire un site avec une homepage statique, on peut faire plein de choses différentes. Bien sûr, c'est pas limité à ça, c'est pas juste un blog, ça peut être un site complet. Voilà. Alors, un truc un peu intéressant à regarder, c'est combien de place on consomme. Donc là, on voit que l'intégralité du site, pas juste une page vue, fait 632 kg. Donc, c'est pas mal. Si vous téléchargez WordPress, spoiler, 80 mégas. Si on ne fait pas la même chose, on n'a pas la même chose évidemment, mais c'est juste pour avoir un ordre d'idée. C'est drastiquement différent. Voilà. Alors maintenant, du coup, on a notre site statique qui est généré. On peut regarder rapidement qu'est-ce qui a été généré en fait. Hop. Notre répertoire public, il est là. Et par exemple, le index.html. Donc là, on a plein de... Je vais enlever la barre pour qu'on voit mieux. Ouais, on a plein... Donc on a du HTML qui a été généré à partir du HTML statique qui a été généré à partir de nos fichiers. Donc là, je l'ai fait à la main dans un fichier texte. Il faut savoir qu'il y a des très beaux éditeurs Markdown et il y a des CMS qui permettent de se mettre par-dessus et de générer du Markdown. Bien que, encore une fois, le Markdown n'est pas une source de données obligatoire, on peut se baser sur une API, même sur un WordPress en fait. Mais je trouve que c'est bien de se poser la question et de savoir est-ce que ce ne serait pas juste suffisant. Et sachant que des CMS comme Tina CMS par exemple ou Decap CMS en fait font une interface type WordPress qui enregistre le contenu dans du Markdown, voilà. Et qui peut se connecter sur par exemple GitHub et déclencher le build de l'application tout seul. Donc en gros, ce qui peut se passer, c'est que vous avez une interface type WordPress, vous faites sauver et c'est publié automatiquement votre site. La différence par contre avec WordPress, c'est que autant un WordPress, ça va être vous faites une modification en base de données, c'est instantané, les visiteurs vont le voir en direct. Là, ça va peut-être prendre 30 secondes, 1 minute, le temps de mettre à jour votre site. Parce qu'il va y avoir cette étape de publication. Mais on part toujours sur le principe que si vous faites moins de modifications que de consultations, c'est toujours assez cool finalement d'avoir, assez cool, en tout cas assez rentable d'avoir cet overhead de temps sur la publication en contrepartie de tous les avantages, quoi. Et là, on a vu un petit peu de HTML, mais on va y revenir, mais j'ai fait vraiment l'option par défaut. On va faire un truc un peu cool, l'option --minify. Alors on peut voir qu'est-ce que ça nous a gagné. Alors pas grand chose en termes de poids. Par contre, ouais parce que spoiler, sur les 600 kg, il y a l'image surtout qui prend du poids. Et là, alors on peut aussi, en fait, au moment du build, on peut configurer des plugins qui vont par exemple optimiser les images. Moi je ne l'ai pas fait, c'est vraiment out of the box, mais on pourrait avoir une sacrée différence aussi à ce niveau-là. Donc là par contre, si on prend l'index, voilà, on n'a plus qu'une ligne, il est minifié super efficacement, aucun espace n'est perdu. Étant donné qu'on n'a pas grand chose dedans, ça ne fait pas une grosse différence. Par contre, si vous avez des tas d'articles, si vous avez des contenus hyper riches, ça peut faire une différence, je ne sais pas si on peut dire significative, mais ça peut faire une différence. Voilà, donc là, c'est cool, si on a le temps, on peut aller jusqu'à publier ce site. Je ne sais pas si on a le temps. On a combien de temps ? 4 minutes ?
c'est peut-être un peu juste. Ce que j'avais prévu de faire, en fait, c'est vous montrer que alors, je voulais pas y aller par là d'ailleurs. Je voulais y aller. Pourquoi j'ai pas mon Firefox? Si, il est là. Ce que je voulais montrer, c'est que les besoins en termes d'hébergement, ils sont vraiment minimaux. Il n'y a vraiment pas besoin de grand-chose. Et on peut même, alors ça parle peut-être pas à tout le monde, mais héberger ça sur un bucket S3. Donc ça veut dire sur un système d'object storage qui est fait vraiment pour... ouais, je vais le retrouver, c'est bien. Je connais pas trop cette interface. Donc sur un système de bucket, on a un système de web bucket qui va permettre d'héberger directement un site sur un bucket pour quasiment rien en fait, pour un coût vraiment réduit de zéro. Je vais peut-être pas faire ça parce que sinon je vais partir dans... Je pense que c'est assez rapide, il faut 10 minutes, mais si vous avez des questions, on peut peut-être plutôt passer sur les questions ou ce genre de choses. Alors, avant les questions du coup, attends, je peux zapper juste parce que j'avais des slides encore. Ça va peut-être répondre à une question. Où sont mes slides? Elles sont parties. Je vais les enlever. Ah, elles sont revenues au début. Tic, 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 tic. Ok, expérimentation, donc on a vu. Oui, alors, du coup, je ne l'ai pas publié. Je ne peux pas vous faire un petit retour, une petite mesure, mais je voulais quand même vous donner des chiffres. Vous avez notamment un site qui s'appelle ecoindex.fr que je vous invite à regarder. Vous pouvez tester les sites, voir quel est l'impact estimé d'un certain site et aussi avoir des insights sur qu'est-ce qui impacte. Green IT Analysis, c'est une extension Chrome et Firefox qui permet d'aller un peu plus loin dans l'analyse, d'avoir des conseils et une analyse un peu plus poussée. Voilà, si Hugo, ça vous a botté, alors je vous invite à regarder un peu plus parce que ma présentation était vraiment succincte et on a vraiment survolé le truc, mais il y a plein de ressources en ligne. Le site officiel, c'est gohugo.io. N'hésitez pas à aller faire un tour, surtout si vous aimez le langage Go. Sinon, je vous rappelle, n'hésitez pas à aller sur jamstack.org pour découvrir d'autres outils de génération de sites statiques. Un mot aussi sur la conception de site, c'est que, on l'a vu tout à l'heure, installer un plugin, répondre à une problématique avec WordPress, c'est super facile. On va dans les extensions, on peut tout tester en 2 secondes, donc on le fait généralement. J'ai fait des sites depuis pas mal de temps. Ce que je constate, c'est que souvent on demande des choses, on les teste, ça reste en prod ad vitam aeternam, notamment des trackers, marketing au hasard, des trucs comme ça. Et jamais personne ne regarde les data qui sont derrière. C'est jamais utilisé. Voilà. Et au bout de je ne sais pas combien de temps, ça tombe, ça casse, au bout d'un moment, et on se dit, on répare ça, mais en fait, finalement, plus personne n'utilise. Donc, avec les sites statiques, ça nécessite peut-être un peu plus d'efforts à mettre en place, mais aussi un peu plus de réflexion sur ce qui est impactant, ce qu'on a besoin. Ça remet le besoin au centre de la chose, plus que juste jouer avec les outils ou la beauté de l'outil. On se dit, non mais finalement, on remet le besoin au centre du truc, et c'est ça un peu l'approche sobriété éco-conception. Et je suis presque frustré de vous parler de tout ça sous le thème de l'éco-conception, parce qu'en fait, pour moi, c'est juste les bonnes pratiques. Il y a 10 ans, je faisais du web, j'essayais de faire des sites, j'essayais de ne pas mettre de la merde dedans, et en fait, c'est juste ça. C'est rien de plus. Donc, encore une fois, les sites statiques, c'est juste un outil qui est assez efficace pour avoir de bonnes bases pour partir là-dessus. Donc, voilà, du bon sens dans la conception de site. Juste pour que vous ayez... Parce que ça peut peut-être faire un peu peur. Moi, je vous ai montré des commandes, des trucs. Ces sites-là, ils sont réalisés avec Hugo. Donc, peut-être des sites qui vous parlent. Visite Paris Région, c'est un site sur le tourisme. Bootstrap, que les concepteurs de sites connaîtront. Brave, Let's Encrypt. Command, qui est assez sympa aussi comme site, qui propose de l'économie circulaire, notamment. Et voilà, cette fois, question. Allez-y, si vous en avez. Est-ce que tu as construit des gros sites en fait avec ça? Genre avec beaucoup d'articles? Non, moi personnellement, non. Après, je t'invite à regarder certains sites comme Command. Moi, je l'aime bien, je le trouve assez bien conçu, et il est... Bon, je ne sais pas s'il est vraiment gros, mais il est quand même...
est assez moderne et tout. Si tu peux regarder, si tu fais CTRL-U, enfin, si tu affiches la source, tu as la méta-générateur, tu peux voir, c'est Hugo qui est la version même utilisée et tout. Donc voilà. Non, j'ai pas utilisé de gros sites. Je ne l'ai pas fait pour des gros sites. Tout à l'heure, je disais, ça peut convenir à tous les sites, il n'y a pas vraiment de limitation. Après, c'est particulièrement adapté aux petits sites quand même. Enfin, parce que généralement, ça suffit, Markdown et tout, il n'y a pas grand-chose à mettre en place. Donc, le coût est pas, le coût est moindre pour le mettre en place. Pour les gros sites, ça demande un peu plus de réflexion, effectivement. C'est pareil, je disais, on peut se baser sur des API et tout. Bah, générer votre site, si vous avez 10 000 articles et qu'il faut la récupérer à distance sur une API, ça peut prendre longtemps. Donc, ça demande un effort. Voilà. Après, on n'est pas obligé de régénérer tout. Il y a des tactiques pour ça. Ça peut assez loin, mais ça peut aller assez loin et être assez efficace, mais il faut vraiment y penser comment designer votre site en statique. C'est aussi une autre façon de voir la conception de site, et enfin sur toute la ligne, je dirais. C'est-à-dire la conception, et aussi après pour les éditeurs et les personnes non techniques qui vont l'utiliser, bah, voilà, savoir aussi qu'on fait une modif, ça ne va pas être dispo tout de suite et tout, donc c'est des habitudes qui seront un peu différentes. Après, pour avoir des sites un peu plus gros, alors c'est plus gros, c'est Strapi, mais le blog de Scaleway vient d'être refait complètement en Ouais. Strapi, et il y a, je sais pas combien de posts dedans, mais Ouais, il y en a pas mal. Ouais, Tu peux vraiment faire des trucs carrément. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Ah bah, je vous remercie. Est-ce que tu as eu des problématiques sur la réutilisation de blocs que tu aurais développé dans ces sites-là Pas... composants, Alors, pas vraiment. Après, ça dépend si tu parles. Ouais, si tu entends un peu en mode composant, genre si tu penses à React ou Vue, des choses comme ça, ouais. Si j'avais à faire ça, honnêtement, je ne prendrais pas Hugo. Je prendrais d'autres générateurs de sites statiques comme. Alors moi, j'en fais avec Vue.js. Donc je connais pas trop. Peut-être tu fais du React ou je sais pas, mais côté Vue, bah, tu peux créer des sites statiques avec Vue de base. En fait, tu vas pouvoir bootstrapper un site. Et là, tu vas pouvoir directement utiliser l'écosystème Vue. Enfin, ça va être vraiment 100% Vue. Et là, tu peux faire tout ce que tu veux avec tes composants. NPM install, enfin, un truc classique, quoi. En fait, j'ai choisi Hugo parce que là, on parle de vraiment site. Si je devais faire une web app, je prendrais pas du tout Hugo. Tu vois, même une web app statique, donc qui est générée de la même manière, en partant sur de la Jamstack et tout ça, bah, Hugo, React avec Nuxt, Next, ces choses-là, c'est beaucoup plus adapté parce que c'est vraiment des outils qui vont mettre le framework JavaScript au centre du truc. Et voilà. Là, Hugo, par exemple, peut générer un site sans JavaScript, du tout. Donc, je trouvais ça intéressant parce que si on parle de site et le besoin minimal, voilà, c'est... Moi, il m'est arrivé de générer des sites statiques très simples avec Vue.js parce que j'aime bien Vue.js, que je suis à l'aise avec et que c'est très facile de développer, mais en vrai, une one page, des fois, tu n'as juste pas besoin de JS, quoi. Et c'est... Vas-y, ouais. sans vouloir être extrême, mais si on fait directement les pages en HTML en fait, par rapport au Markdown, parce que tu sais s'il y a un gros delta, c'est-à-dire de convertir le Markdown en HTML, parce que c'est ça qui est... Oui, carrément. Bah, en fait, on revient un peu à pourquoi on fait ça. Enfin, si tu es en mesure d'avoir le temps et l'énergie de coder tes pages en HTML tout seul, et que tu n'as pas quelqu'un au marketing qui te dit j'ai envie d'éditer tout seul le contenu, bah, il n'y a aucun problème. Enfin, c'est encore mieux. À la limite, c'est ton empreinte, elle sera encore plus réduite. Mais c'est... Après, ce que t'apportent ces outils aussi, c'est du post-process, de l'optimisation, tout ça. Mais ça, tu peux le faire aussi. Tu peux l'appliquer sur des sites que tu aurais codés à la main. Donc, on est sur... De toute façon, le but de ces outils, c'est pourquoi on utilise ces outils, c'est pour générer... C'est ce que je mettais au tout début, c'est générer simplement du HTML. C'est comment le faire plus simplement et faire en sorte que quand tu puisses hyper facilement ajouter du contenu. Mais si tu n'as pas cette contrainte-là, tu peux le faire à la main. Parce que là, pour le service marketing, tu as des exemples où tu as le marketing qui utilise le Markdown pour des modifications En l'occurrence, ça peut. Alors, non, j'ai pas d'exemple avec du Markdown parce que pour le coup, sur des sites statiques, quand on a vraiment des personnes, par exemple chez Scaleway, on va avoir le blog. Là, ça va plutôt être du Strapi, qui est un CMS via API, quoi. Mais ça pourrait, encore une fois, j'ai pas eu l'occasion d'utiliser, mais il y a notamment... TikTok, ça revient là.
Tina CMS. Hop. En fait, voilà, eux, ils proposent un éditeur de Markdown visuel dans le navigateur. Donc, avec Instant Preview qui commit directement. Voilà. Donc, ce genre de choses, je pense que ça pourrait être accessible à vraiment à tout le monde. Voilà, c'est juste la partie publication qui va, avec le délai que ça peut avoir, qui va être différent. Mais pour le coup, j'ai pas de retour d'expérience là-dessus. Voilà. Bah, merci à vous. Merci à toi. Et un point que tu aurais pu mettre en avant, c'est le côté cache aussi. C'est super Ouais, facile, ah bah ouais. facile à cacher et c'est super léger. Ouais, carrément.